Bonjour à tous, à ceux à qui j'ai pas dit bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de futur Tanguy à 23 ans, puisque je vivais encore chez ma mère à 23 ans et je pensais même que j'allais devoir vivre chez elle jusqu'à la fin. Sans revenu, à multimillionnaire en cash à 28 ans, puisque pour répondre à la question, j'ai la chance de gagner entre 500 000 et 1 million d'euros de dividendes depuis 2018 maintenant, enfin 2019. Donc je parle vraiment d'argent en cash, je parle pas de chiffre d'affaires, je parle vraiment d'argent qui est disponible. Pour ceux qui ne savent pas ce que je fais, je m'appelle Julien Musi et j'aide les gens à découvrir ce qui les anime profondément, à s'autoriser à le vivre et à être magnifiquement payé pour le faire. Donc ça peut vouloir dire plein de choses, mais pour moi, il y a deux choses qui comptent. C'est gagner de l'argent parce que c'est cool, mais surtout, c'est le faire d'une manière dont on l'aime. Sinon, tu peux devenir riche financièrement, mais très pauvre intérieurement, et c'est pas mon but. La présentation, elle va tourner autour d'une idée, et c'est une idée que j'ai découverte durement, mais qui pour moi est l'élément qui fait la plus grande différence entre les gens qui arrivent à s'enrichir durablement et à le garder, et ceux qui soit gagnent de l'argent, mais en fait le brûlent, soit ceux qui n'arrivent jamais vraiment à en gagner. Et en fait, cette idée, je l'ai découverte assez tôt, puisque j'ai été sportif de haut niveau jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai beaucoup joué au tennis, j'ai eu la chance d'avoir une enfance assez idyllique, puisque j'ai voyagé partout dans le monde dès l'âge de 12-13 ans. J'ai pas été à l'école, je suis retourné à l'école en terminale. J'étais en cours par correspondance et je jouais au tennis toute l'année, quoi. Et je voyageais 2 semaines par an, 2 semaines par mois pour le tennis. Et j'ai été champion de France une année, 2 fois vice-champion de France. Toute ma vie était autour de ça, jusqu'à l'âge de 16 ans, où en fait, je fais une mauvaise saison, je me blesse, et du coup, ça m'amène à arrêter progressivement le tennis. Et d'ailleurs, j'ai jamais fait le lien, mais quand on me demande, ok, mais pourquoi t'arrêtes vraiment? La réalité, c'est que quand tu fais une mauvaise année et que tu n'es plus pris par la fédération, et que c'est plus la fédération qui finance le tennis, en fait, tes parents doivent débourser 100 000 euros. Moi, je les avais pas. Peut-être que ça a créé à ce moment-là un drive de l'argent. En tout cas, j'arrive à 16 ans, j'ai voyagé depuis l'âge de 10 ans, je vais pas à l'école, je me retrouve à aller en terminale et à aller à l'école comme tout le monde, ne plus avoir rien autour de ça, et je me dis, c'est terrible cette vie. Et je commence vraiment à déprimer. Je perds 20 kilos en l'espace de 2 ans, en partant du poids que je fais maintenant. Donc, vous en enlevez 20. Oui, c'était dur, oui. Ouais, c'était dur. Et voilà, je perds ce poids. C'est pas moi, mais c'est juste pour illustrer. Mais j'en étais à peu près là. Voilà. Et j'ai plus vraiment de sens. Je passe mon bac parce qu'il faut bien le passer, mais j'ai plus de sens. Je suis obsédé par mon poids, par plein de choses comme ça. Je peux arriver à me faire vomir plusieurs fois par jour. Et je suis vraiment, pendant l'espace entre mes 16 et mes 23 ans, entre mes 16 et mes 22, à me demander, avoir une profonde souffrance et pas savoir comment en sortir. Et en fait, dans toutes ces années, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver des réponses à mes propres questions, et c'est comme ça que je découvre le coaching, je découvre le développement personnel, je découvre toutes ces choses-là. Mais en fait, entre mes 16 et mes 22 ans, je dois lire, peut-être 200 livres sur la psychologie, sur le coaching, sur l'hypnose, sur toutes ces choses-là pour essayer de résoudre mon problème. Mais rien m'aide. C'est-à-dire que certaines choses m'aident pendant l'espace d'une journée, 2 journées, mais j'ai l'impression de toujours revenir au même point. Et en fait, dans cette phase-là, je finis par me dire, en fait, peut-être que ma vie, elle va être comme ça, et qu'il va falloir me faire au fait que je me fais vomir et que j'arrive pas à m'en sortir. Parce qu'en fait, dans l'anorexie et la boulimie, il y a un truc qui se passe, c'est qu'au début, tu crois avoir trouvé un truc qui est génial, mais en fait, il y a un moment donné où tu n'arrives plus à sortir de ça. C'est-à-dire que c'est plus fort que toi, il faut que tu te fasses vomir parce que tu as peur de perdre du poids. Et c'est ce que je vis, et j'arrive pas à en sortir. Et c'est là que commence cette phrase, cette question dans ma tête qui me hante à cette époque, et je pense qui me fascinera jusqu'au dernier jour de ma vie, qui est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Et pourquoi est-ce qu'il y a parfois un tel décalage entre ce qu'on aimerait être et faire et ce qu'on se retrouve à être et faire? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question.
d'avoir cette sensation de décalage et de ne pas comprendre pourquoi. En tout cas, moi, c'est ça qui m'anime à ce moment-là. Et comme je vous disais, je lis tout ce que je peux et rien ne m'aide dans cette quête-là, jusqu'à ce qu'à 22 ans, je tombe sur un livre et surtout une idée qui change ma vie, qui est l'idée qui vient des Grecs, qui est que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et en fait, au moment où je lis cette phrase, je ne sais pas encore complètement ce qu'elle veut dire, mais je sais qu'elle m'est destinée. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir ce genre de déclic où tu ne comprends pas encore tout, mais en fait, tu sens, ça me parle, c'est fait pour moi. Et à ce moment-là, je sens que quelque chose doit... Je sens que cette phrase, elle est faite pour moi et que je dois comprendre quelque chose de ça, puisque l'autodestruction, c'est exactement ce que je vis à ce moment-là. Et en fait, je ne savais pas encore exactement ce que ça voulait dire, mais je veux comprendre. Je veux aller plus loin dans cette compréhension de, tiens, ça veut dire quoi? C'est quoi notre raison d'être? Est-ce qu'on a vraiment une raison d'être? Et si je m'autodétruis depuis des années, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça m'indique? Je ne sais pas encore, mais je veux comprendre. Et je commence du coup à m'intéresser au-delà de la psychologie et tout ça, à m'intéresser à l'axiologie et la téléologie, qui sont l'étude des valeurs, du sens et de la raison pour laquelle on fait les choses, et du but final, notamment Aristote parlait beaucoup de ces choses-là. Et à ce moment-là, je découvre notamment les travaux du docteur John de Martini, et je découvre l'idée que chaque être humain a une unique hiérarchie de valeurs qui est unique à chacun, telle une empreinte digitale, et qu'en fait, cette hiérarchie, elle détermine comment on perçoit, décide et agit dans le monde. Et que chaque humain est unique et a cette hiérarchie de valeurs. Quand je parle de valeurs, on peut confondre ça parfois. Je ne vais pas vous parler, je parle pas de valeurs dans le sens valeurs morales et idéalismes sociaux tels que générosité, justice, équité, toutes ces choses-là. C'est pas de ça dont on parle. Ça, on est plus sur des valeurs morales. Là, on parle de valeurs qui sont intrinsèques, qui répondent à la question de qu'est-ce qui est profondément important pour moi. Qu'est-ce qui me donne des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui est profondément important pour moi? Vous avez probablement déjà remarqué que ce qui est important pour vous n'est pas la même chose que ce qui est important pour les autres, et que chacun d'entre nous, on a cette hiérarchie qui nous définit comme une empreinte digitale, qui nous est unique et qui détermine ce qui est important pour nous. Et qui va déterminer aussi comment est-ce qu'on perçoit le monde, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on filtre, comment on décide, qu'est-ce qui fait qu'un être humain choisit ça ou ça. Tout à l'heure, il y avait par exemple des questions autour de quand est-ce que je dois me libérer de mon salarié. En fait, on voit qu'il y a plein de réponses qui sont différentes, et ces réponses sont différentes parce que chaque personne qui répond a une unique hiérarchie de valeurs qui détermine comment elle voit le monde, comment elle décide et comment elle agit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je découvre que au moment où on se concentre sur nos valeurs les plus hautes, ce qui est le plus important pour nous, toute notre psychologie et notre physiologie y répond, puisque au moment où vous êtes concentré sur ce qui est le plus important pour vous, le sang, le glucose et l'oxygène montent au niveau de votre cortex préfrontal, vous commencez à être pleinement concentré, pleinement dedans, vous avez une hausse de votre vitalité, une hausse de votre énergie, vous allez commencer à retenir, votre attention elle est augmentée, vous retenez l'information, vous allez également agir spontanément dans vos valeurs les plus hautes, alors que dans vos valeurs basses, à l'inverse, vous avez besoin constamment de récompense et de punition pour pouvoir agir. Est-ce que vous avez remarqué que dans une journée, il y a des moments où d'un coup, boum, vous vous allumez, et des moments où vous éteignez? J'ai remarqué ça? Pour certains, la compta, vous éteignez. Mais pour d'autres, quand vous avez certaines discussions avec vos clients, d'un coup, boum, je m'allume. Et en fait, ça, c'est pas un hasard. C'est que chaque être humain a son unique hiérarchie de valeurs, et dès lors que vous voyez en quoi ce sur quoi vous êtes concentré maintenant nourrir vos valeurs, vous accédez à votre super pouvoir. Et de l'autre côté, dès lors que vous êtes concentré sur vos valeurs basses, dès lors que vous êtes concentré sur vos valeurs basses, vous allez avoir le sang, le glucose et l'oxygène descend au niveau de votre amygdale, qui est la partie de votre cerveau qui réagit et qui fonctionne comme un animal, qui veut choper la proie, éviter le prédateur, donc qui veut du plaisir en évitant la douleur, qui veut de la facilité sans difficulté, qui veut du confort sans inconfort, qui est cool pour vivre comme un animal, mais qui est
pas le plus adapté si vous voulez être entrepreneur et réussir sur le long terme. Et donc, dans vos valeurs basses, naturellement, c'est votre amygdale qui s'active et vous réagissez, vous êtes réactif, vous voyez court terme, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de votre cortex préfrontal, près de votre cortex préfrontal, votre cortex visuel et auditif, ils sont connectés. C'est-à-dire que dans vos valeurs les plus hautes, vous êtes capable d'avoir une vision. Vous êtes capable de voir les choses. Vous êtes capable aussi d'entendre des messages. Vous avez une clarté d'esprit. Ce n'est pas un hasard. C'est juste parce que pour que votre cortex visuel s'active, vous avez besoin que le sang, le glucose et l'oxygène soient également au niveau de votre cortex préfrontal. Et dans vos valeurs basses, vous n'avez pas de vision. Vous voulez qu'on vous dise quoi faire. Parce que vous avez déjà remarqué à quel point, dans la compta, tu n'as pas envie d'avoir une vision. Tu ne te dis pas, tiens, en fait, là je sens, j'ai une idée. J'ai une idée, j'ai un plan. Je vois exactement comment on pourrait faire les choses en termes de compta. Non, tu ne te dis pas ça. Tu te dis ça dans ce qui est important pour toi. Mais dans ce qui n'est pas important pour toi, tu veux juste qu'on te dise quoi faire. Tu appelles ton comptable, tu te dis, enfin, m'explique pas, juste dis-moi ce que je dois faire. Voilà. Non, juste tu me dis ce que je dois faire, pas entendre le pourquoi du comment, tu me dis ce que je dois faire. Et en creusant à cette époque-là, je me rendis bien compte que ma vie était désalignée de ce qui comptait vraiment pour moi, et qu'en fait, toutes ces addictions que je pouvais expérimenter, toute cette autodestruction que je vivais, elle était juste un feedback pour me laisser savoir que ma vie était désalignée. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à me demander, ok, c'est quoi mes valeurs hautes, c'est quoi ce qui compte vraiment pour moi? Et je me rendais compte que j'adorais avoir un blog. J'avais un blog depuis des années. J'adorais écrire. J'interviewais des chefs dans Paris, donc des chefs cuisiniers. Et je me suis demandé à ce moment-là, ok, comment je pourrais être payé pour faire ça? Et j'ai commencé à vendre des formations en ligne sur la pâtisserie. Et en quelques mois, je gagnais 3 000 € par mois. Mais ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est pas que je gagne de l'argent avec ça. C'est surtout que, en cessant mes études qui étaient des études de finance, en quelques semaines, les problèmes que j'avais essayé pendant des années de résoudre, sur lesquels j'avais été voir des psys, des coachs, des thérapeutes, j'avais lu 200 livres pour essayer de résoudre ce putain de problème, rien n'avait fonctionné jusqu'à ce que j'aligne ma vie sur ce qui compte vraiment pour moi, et en quelques semaines, les symptômes avaient disparu. Et ce jour-là, je compris vraiment la puissance de cette phrase qui est « toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit ». Et ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que la plupart du temps, on pense que les challenges qu'on a sont des problèmes à résoudre. Mais bien souvent, ils sont en fait plutôt des messages à écouter. Et ce qu'on appelle la plupart du temps autosabotage, procrastination, sont pas dans mon esprit des problèmes à résoudre, mais des messages à écouter pour nous laisser savoir qu'on se demande d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et il y a une phrase que j'ai lue un jour dans une newsletter de Tim Ferriss que j'ai beaucoup aimée. Elle n'est pas de lui, mais je ne sais plus de qui elle vient. C'est l'idée que ce sur quoi tu procrastines devrait être ce à quoi tu vas dédier le reste de ta vie. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, si tu procrastines en allant, je sais rien, parler à des gens, tu te demandes d'être tout seul face à ton ordi et tu procrastines en allant parler à des gens, en fait, peut-être que tu devrais dédier le reste de ta vie à parler à des gens, plutôt que de demander de faire un travail sur ton ordinateur. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on est censé parler d'argent ici. Vous êtes venus pour ça. Car cela s'applique aussi à votre trajectoire financière. Et dans 99% des cas, les gens stagnent financièrement, non pas parce qu'ils manquent de compétences ou d'opportunités, mais parce qu'ils manquent d'une véritable raison d'être libre financièrement. C'est-à-dire que ça serait cool, c'est un souhait, mais ce n'est pas un désir profond. Et si on prend leur hiérarchie, il y a la sécurité pour les enfants, garder une stabilité, et en dessous, devenir libre financièrement. Mais où se trouve devenir libre financièrement dans votre hiérarchie de valeurs?
détermine le temps qu'il va vous falloir pour le devenir. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste qu'il est probablement sage d'avoir des attentes qui sont réalistes, puisqu'il y a un livre qui s'appelle « L'équation du bonheur », je crois, qui se résume à travers une seule équation, qui est bonheur égale réalité moins attente. Ce qui veut dire que ton épanouissement ne dépend pas de ton contexte, il dépend de la comparaison de ton contexte à ce que tu attendais. Et si tu t'attends à devenir libre financièrement en 3 ans, alors que les finances pour toi c'est en valeur numéro 5, et qu'il y a plein de choses qui arrivent avant, tu vas t'en vouloir, tu vas te juger, et tu n'y arriveras pas. Et donc, dans 99% des cas, les gens stagnent financièrement, non pas parce qu'ils manquent de compétences ou d'opportunités, mais parce que soit ils n'ont pas une véritable raison d'être libre financièrement, soit ils se demandent d'être libre financièrement pour des raisons qui ne sont pas les leurs, parce qu'ils se comparent, ils se jugent, ils se sentent pauvres, ils ont au fond la perception qu'ils n'ont pas de valeur, et ils pensent que c'est en devenant libre financièrement que ça va les aider, mais c'est difficile de devenir libre financièrement si tu penses que tu n'as pas de valeur. C'est un paradoxe. Ou d'une manière qui ne leur correspond pas, en allant chercher ce qu'ils perçoivent qui va les aider à devenir riches rapidement, mais qui n'est pas quelque chose qui les inspire et qui leur donne de l'énergie. Et une idée dont je suis convaincu, c'est qu'il est très facile de devenir riche lentement, mais la majorité des gens sont tellement obsédés à vouloir devenir riches rapidement qu'ils ne se donnent jamais la possibilité de devenir riche lentement, qui est paradoxalement facile. Je ne suis malheureusement pas préparé sur les slides de courbes d'effets composés et de à quel point vous deviendriez riche si vous investissiez juste 250 € par mois, tous les mois, pendant 50 ans sur le S&P 500. Vous deviendriez tous millionnaires à faire ça. Récemment, j'ai montré à ma compagne, elle m'a dit « Ok, crée-moi un compte en bourse, s'il te plaît. » Parce qu'en fait, je lui ai montré que si elle mettait 1000 francs, j'habite en Suisse, donc en francs, 1000 € quoi, enfin, si elle mettait 1000 € par mois sur le S&P 500, S&P 500, c'est un indice, voilà, CAC 40, mais je ne suis pas sûr que ça aide, mais en tout cas, merci. D'accord, merci. En tout cas, ça demande 0 compétence en investissement. Ça demande juste de mettre en place un virement automatique et ne pas regarder. Et attendre 50 ans. Mais est-ce que tout le monde a envie d'attendre 50 ans ? Mais c'est bien le problème. C'est pour ça que je vous dis que devenir riche lentement, c'est très facile, mais les gens sont obsédés à devenir riches rapidement, ce qui les empêche de devenir riches lentement. Si tu mets 1000 € dans 80 ans, puisqu'elle compte vivre jusqu'à 120 ans, moi aussi, dans 80 ans, elle avait 100 millions. C'est ouf, non ? Imaginez, vous mettez juste 1000 € par mois, pour ceux qui veulent laisser quelque chose à vos enfants, 1000 € par mois sur le S&P 500. En 80 ans, vous avez quelque chose comme 100 millions. Est-ce que c'est pas ouf ? Cette vision, elle est sympa pour les enfants. Ouais. Non, mais parce que c'est vrai, c'est aussi un des objectifs. On se dit, on fait ce qu'on fait. Bah, c'est ce que je lui ai vendu. Hein. Pour nous, ouais. Voilà, si c'est pas pour nous, on peut le faire au moins pour les enfants. Exactement. Bon, en tout cas, peu importe. On y reviendra si vous voulez. Je veux juste argumenter le point qu'il est très facile de devenir riche lentement. Parce que là, je ne vais pas rentrer dans cette argumentation. Bref. Ça me montre juste que vous êtes beaucoup obsédés à vouloir devenir riche rapidement et c'est peut-être ce qui vous ruine. Parce que, on va y revenir plus tard. La première étape, si vous voulez devenir riche lentement ou rapidement, peu importe, consiste donc à identifier ce qui compte le plus pour vous. Et c'est quoi ce que vous aimez le plus faire dans ce monde ? C'est quoi ça n'a pas besoin d'être professionnel. Ça peut être passer du temps avec vos enfants, peu importe. C'est quoi ce qui compte le plus pour vous, ce que vous faites spontanément, ce vis-à-vis de quoi vous n'avez pas besoin de rappel, pas besoin de récompense, et sur lequel vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire tellement ça fait partie de vous. Tout à l'heure, au déjeuner, je
je sais plus qui parle, je crois que c'est Laura, et je lui pose 3 questions, et quelqu'un dit « Ah, mais en fait, Julien, tu peux pas t'empêcher de coacher. » C'est toi, je crois. Et ma première phrase, c'est déformation professionnelle. Et en fait, en le disant, je me rends compte, non, c'est pas une déformation professionnelle. En fait, j'ai pris ma déformation de base et j'en ai fait une profession. OK ? Et c'est quoi votre déformation de base? Ce truc où vous êtes animé par quelque chose, puisque ce truc-là, c'est votre raison d'être. Et une fois que vous avez compris ça, la deuxième étape, ça va être de faire suffisamment de liens entre cette raison d'être et en quoi est-ce que les actions pour devenir libre financièrement vont vous aider dans cette raison d'être. Par exemple, si mon truc, c'est passer du temps avec mes enfants, en quoi est-ce que passer du temps avec mes enfants, en quoi est-ce que vendre plus, en quoi est-ce que communiquer, en quoi est-ce que marketer, en quoi est-ce que parler de mes services m'aide à devenir une meilleure maman. Dans ce cas-là, par exemple. Au plus vous serez capable de répondre à cette question et de faire de liens, au plus devenir libre financièrement deviendra une priorité pour vous et deviendra quelque chose que vous voyez à long terme, sur lequel ça deviendra intrinsèque, vous n'aurez pas besoin de récompense et de punition, et vous aurez une croissance qui est stable. Tant que toutes les actions associées à la liberté financière sont bas dans votre hiérarchie de valeurs, vous aurez besoin de récompense et de punition, et vous aurez besoin de vous mettre dans des situations compliquées pour vous forcer à faire les choses, ce qui ne vous aiderait pas à bâtir votre liberté financière. Maintenant, même avec cette raison, il va vous falloir une stratégie. Je ne vais pas vous parler de stratégie aujourd'hui puisque j'ai 45 minutes et je ne peux pas vous parler de stratégie en 45 minutes parce que chaque stratégie va être adaptée à chacun. Donc j'ai choisi de vous parler d'autre chose puisque même avec une raison forte et une stratégie, il existe des blocages subconscients qui peuvent vous limiter dans votre développement financier. Et il en existe 4 principaux, et ce sont eux qu'on va explorer. Le premier, c'est le fait de ne pas vouloir ressembler à certaines personnes. Laurie en a parlé tout à l'heure. Ce qu'elle disait, c'est sa maman qui lui dit « J'aime pas les riches. » Enfin, on veut devenir riche, mais on n'aime pas les riches. C'est ce qui m'est arrivé en 2017 avec ma grand-mère, puisque ma grand-mère avait un peu d'argent, elle avait hérité d'un peu d'argent, mais toute mon enfance, je l'ai entendu constamment dire « Ah mais tu sais Julien, la vie c'est cher, mais tout coûte cher. Julien, il faut que tu fasses des études parce que sinon tu n'auras pas d'argent, la vie ça coûte cher, c'est compliqué. » Toutes ces choses-là. Et je me souviens à 20 ans lui dire « Mais en fait, grand-mère, j'en ai marre, tu sais, j'en ai marre d'entendre tes trucs, moi je veux juste faire ce que j'aime le plus. C'est tout. Je veux juste avoir une carrière qui a du sens pour moi. Je ne veux pas gagner de l'argent. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je ne m'étais pas rendu compte de ce que je perdais en la jugeant, mais tout ce que tu juges finit par guider ta vie. Aucun jugement n'habite ton esprit sans payer son loyer. Ce que ça signifie, c'est que tout ce que tu juges chez les autres, tu t'en prives et ça devient ta plus grande limite. Et moi, à cette époque-là, je jugeais ma grand-mère de faire ses choix pour l'argent. Du coup, en opposition, je me suis construit comment? Sur ne pas tenir compte de l'argent pour faire les choix que je voulais. Et donc, j'avais une fierté à dire « Non, mais de toute façon, moi, l'argent, c'est pas un sujet. Je ne veux pas vivre pour l'argent. Je veux vivre par passion. » Mais je vous donne un petit tips. Tout ce que vous brandissez avec fierté à propos de vous est en fait votre plus grande limite. Vous n'en êtes juste pas encore conscient. Si vous me dites « Julien, je suis extrêmement généreux », bah, c'est probablement ta plus grande limite, puisque tu arrives à rien garder de côté, puisque si tu gardais quelque chose de côté, ça te ferait prendre le risque que quelqu'un te dise que tu es radin. Et ça, tu veux pas. Et j'aime dire, pour provoquer un peu les gens, dans la vie, tu peux soit être quelqu'un de bien, soit réaliser ce qui est important pour toi, mais pas les deux. Puisque être quelqu'un de bien est toujours lié à des jugements que tu as. Et je vous encourage
à avoir l'identité la plus complète et la plus flexible possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'identité la plus complète. Ça veut dire que je suis à l'aise à être vu comme généreux, à être vu comme radin, je suis à l'aise à être vu comme courageux, à être vu comme un feignant. Je suis à l'aise avec tous les extrêmes qui existent. Et la plus flexible, dans le sens où je suis aussi capable de danser en fonction du contexte, plutôt que d'être figé dans une étiquette de moi et de brandir avec fierté. Je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de travailleur, puisque toutes les étiquettes, même si elles peuvent vous aider, à un moment donné, elles deviennent votre plus grande limite. Par exemple, je suis travailleur, je pense qu'elle est très utile pour aller chercher vos premiers 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million. Mais au-delà, ça devient votre plus grande limite, puisque vous devez apprendre à être le visionnaire et que vos équipes travaillent pour vous. Et si vous restez celui qui travaille le plus, vous allez avoir du mal à avoir le bon rôle dans votre entreprise une fois que vous avez fait décoller la machine. Et il y a un truc qui est juste assez rigolo, c'est que tout ce que tu brandis avec fierté, au final, tout ce que tu juges chez les autres, tu le crées, tu l'attires et tu le deviens. C'est-à-dire que en jugeant chez ma grand-mère le fait de faire ses choix pour l'argent, je me construis en opposition et je ne veux pas tenir compte de l'argent. Mais finalement, ne pas tenir compte de l'argent fait que j'ai plus d'argent à la fin du mois. Et fait que l'argent finit par guider tous mes choix. Et donc, tout ce que je veux éviter et tout ce que je juge, je le crée, je l'attire et je le deviens. Tout ce que je fuis me poursuit. Comment je change ça? Des choses que vous pouvez faire. Listez, prenez un tableau en 4 colonnes. Vous listez à gauche, dans la première colonne, qu'est-ce que je rejette le plus, qui m'énerve le plus, qui me déclenche le plus chez les gens. Ensuite, dans la troisième colonne, vous vous demandez, OK, où et quand est-ce que je fais la même chose? Et je vous demande d'aller au-delà de la première réaction de votre ego qui va vous dire jamais. On l'a eu tout à l'heure. Vous le faites au même degré, vous en êtes juste inconscient et vous vous racontez de l'histoire que vous ne le faites pas. Et allez voir quand cette personne fait ça, en quoi est-ce que c'est un bénéfice pour vous. Et quand vous faites cette chose, en quoi est-ce que c'est un bénéfice pour les autres. Pour réintégrer cette part dans votre identité et redevenir à l'aise à jouer avec cette carte. Les gens qui vous déclenchent le plus sont ceux qui détiennent la pièce du puzzle que vous ne voulez pas détenir, mais qui est pourtant la pièce qui vous manque le plus pour compléter le puzzle dans son entièreté. Ok. J'ai accompagné des dizaines de clients sur ce sujet, et à chaque fois, on en arrive à cette même conclusion qui est ceux à qui nous ne voulons pas ressembler détiennent la clé de notre prochain niveau d'évolution. Je t'en ai donné un avec ma grand-mère. Et c'est pareil partout. Et que tu te demandes qu'est-ce qui me déclenche le plus. C'est quoi la clé? La clé, c'est, pour moi, pour ma grand-mère, c'était de réintégrer la part de moi qui prend en compte l'argent, qui se soucie de l'argent, qui choisit en fonction de l'argent. J'ai une histoire d'un entrepreneur que j'ai accompagné qui faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 0 profit à la fin de l'année. Toutes les années, depuis 3 ans. Et un jour, je dis, mais montre-moi ton compte de résultats. Parce que je regarde le business model est rentable, il n'y a pas de raison. Et je dis, montre-moi ton compte de résultats. Puis on regarde le compte de résultats. Et là, en fait, je vois, mois de décembre, prime pour telle personne, prime pour telle personne, prime pour telle personne, prime pour telle personne. Je dis, explique-moi, pourquoi tous ces gens ont eu le droit à une prime en décembre? Il me dit, ah ouais, il a bien travaillé et tout. Et dans ma tête, je sens un peu le bullshit. Et je demande, ok, juste par curiosité, c'est qui la personne que tu juges le plus dans ta vie? Qui t'énerve le plus? Il me dit, mon père. Je dis, qu'est-ce que tu lui reproches le plus? En fait, juste, c'était un gros radin. Ok. Et donc, plus est-ce que tu juges quelqu'un de radin, plus tu vas vouloir être vu comme celui qui est généreux et tu te retrouves à brûler ton profit pour maintenir l'identité que tu es fier d'affirmer de toi.
Et on a travaillé sur les bénéfices que ça avait eu pour lui, que son père soit radin, et à quel point ça avait réveillé son feu entrepreneurial. Et l'année d'après, il multipliait par 7 son profit. Je lui ai rien appris en termes de stratégie, mais juste en se réautorisant à être à la fois généreux à certains moments et à la fois radin à d'autres. Deuxième blocage qui va vous limiter, c'est la croyance que vous n'êtes pas assez et qu'il manque quelque chose en vous. Chaque être humain est unique. Lorsque vous poursuivez ce qui est le plus important pour vous et vous autorisez à être ce que vous êtes vraiment et agir spontanément en fonction de ce qui compte le plus pour vous, vous êtes dans cet axe de rayonnement. C'est-à-dire que vous vous sentez pleinement présent, vous êtes allumé par ce que vous faites, vous avez une vision long terme. Bref, je ne vais pas redécrire ce que j'ai décrit plus tôt. À certains moments, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir une personne, ça peut être sur les réseaux sociaux, en vrai, et vous allez sentir, ah, cette personne, elle est mieux que moi. Elle a quelque chose que j'ai pas. Vous êtes déjà arrivé, j'imagine? Jamais? Vous êtes déjà arrivé? Tu ne peux pas admirer quelqu'un sans au même moment te minimiser. Au moment où tu admires quelqu'un, immédiatement tu minimises ton génie et ta propre vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à non plus poursuivre ce qui t'inspire, mais poursuivre ce qui est important pour cette personne. Et tu vas commencer à fonctionner comme cette personne, et c'est là que tu vas t'entendre dire « je dois »,« il faut »,« je devrais »,« ce serait bien ». Vous ne pouvez pas utiliser ce vocabulaire sans que ce vocabulaire soit le reflet de valeurs que vous avez injectées d'autres personnes dans votre propre vie. Et comme notre corps est bien fait, et notre physiologie est bien faite, au moment où j'essaie de ressembler à quelqu'un, et j'essaie de créer une vie qui n'est pas la mienne, de créer un business qui n'est pas le mien, d'utiliser des stratégies qui ne sont pas adaptées à moi, parce que je pense que ça va me permettre de devenir comme cette personne, et je pense que cette personne est mieux que moi, je vais expérimenter différents feedbacks. Le premier type de feedback, c'est des feedbacks psychologiques. C'est-à-dire que je ne vois pas clair, c'est flou, je perds le plaisir dans ce que je fais. Ensuite, je vais expérimenter des feedbacks physiologiques. C'est-à-dire que je vais manquer d'énergie, je commence à être fatigué, je vais avoir besoin de stimulants pour compenser. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des fois, il y a des activités où vous avez besoin d'aucun stimulant, vous perdez la notion du temps, et d'autres sur lesquelles vous avez besoin de 3 cafés pour commencer à travailler 10 minutes. Tu as remarqué ça? Et chacun de ces feedbacks, parce que j'ai besoin de motivation, j'ai besoin d'un motif pour l'action, alors que ici c'est intrinsèque. Et dans ces moments-là, j'ai 2 choix. Soit j'essaie de supprimer mes symptômes pour continuer un peu plus dans la voie qui me rend malade, soit j'écoute le message pour m'autoriser à reconnaître que ce que j'admire chez la personne, je l'ai en moi. Au moment où je vois que ce que j'admire chez la personne, je l'ai en moi, je peux reprendre mon propre chemin plutôt que de continuer le chemin de cette personne. Vous pouvez faire le même exercice dans l'autre sens, qui sont les personnes que j'admire le plus, qui m'attirent le plus. Vous identifiez spécifiquement ce que vous admirez chez ces personnes. Par exemple, elle est persévérante, imaginons. Elle continue malgré les difficultés. Okay. Ça vous inspire chez ces personnes. Où et quand est-ce que vous faites la même chose? Jusqu'à ce que vous ayez la certitude que ce que vous voyez en cette personne, vous l'ayez au même degré. Il n'y a qu'au moment où ce que vous voyez en cette personne, vous l'avez au même degré, que vous autorisez à écouter votre propre voix. Sinon, vous écoutez les voix de l'extérieur. J'aime cette phrase qui dit que tu maîtrises ta vie le jour où la voix à l'intérieur est plus forte et plus puissante que toutes les voix de l'extérieur. Et ensuite, tu demandes, ok, c'est quoi les inconvénients? C'est quoi les inconvénients lorsque je perçois cette personne effectuer ça? Et c'est quoi les inconvénients quand je le fais? Mais tout ce que vous voyez à l'extérieur, vous l'avez en vous dans des hiérarchies de valeurs différentes. C'est-à-dire que si je prends par exemple, si j'admire la persévérance, un entrepreneur qui est persévérant par exemple, il raconte son histoire, il a eu plein de difficultés, il a quand même continué. Je vais me dire peut-être moi j'ai pas la persévérance. La réalité c'est que vous avez tous une extrême persévérance dans ce qui est le plus important pour vous. Mais peut-être ce qui est le plus important pour vous, c'est le fait d'être maman. Peut-être ce qui est le plus important pour vous, c'est le soin aux autres. Alors que cet entrepreneur, c'est le fait de développer le business.
mais au plus est-ce que je peux voir ce que j'ai en l'autre, en moi, au plus est-ce que je suis libre d'être moi-même. Blocage numéro 3, c'est l'exagération de l'argent. Pour développer vos finances, et surtout pour devenir vraiment libre, vous avez besoin d'embrasser le fait de perdre de l'argent au même degré que vous êtes prêt à en gagner. C'est-à-dire que toute somme d'argent qui ne peut pas circuler dans votre vie sans émotion vous dirige. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que 10 000 euros, si par exemple demain vous avez un versement de 10 000 euros sur votre compte, vous soyez super excité. Vous dites, waouh, génial, 10 000 euros, c'est incroyable. Et on a tous un chiffre. Hein. Personnellement, si on me fait un virement de 10 millions demain, je vais être un peu excité quand même. Sauf que dès lors que tu es attaché à une certaine somme et que tu ne la gagnes pas ou tu ne la perds pas sans émotion, elle te dirige. C'est-à-dire que si par exemple 10 000 euros c'est beaucoup pour vous, si je te dis est-ce que tu peux m'aider je te donne 10 000 euros, sur le moment tu vas me dire c'est trop bien, mais au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tu vas m'en vouloir parce que tu vas être prêt à faire n'importe quoi pour moi, tellement 10 000 euros c'est énorme. Et c'est le risque quand vous avez un gros client. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui ont un business qui est basé sur un gros client. C'est qu'en fait, ce client leur apporte tellement d'argent qu'ils sont prêts à se sacrifier pour le client. Et ils vont commencer à expérimenter les symptômes qu'on a décrits, puisque pour ce client, ils vont être prêts à vivre dans des valeurs basses pour maintenir l'argent auquel ils sont addicts de vivre, de gagner. Mais quel type de valeurs basses, par exemple, quand tu es dans ce cas de figure ? Chacun a des valeurs basses, mais chacun a des valeurs basses. Ben, typiquement, toi, c'est ton patron. Tu regardes, qu'est-ce que tu fais pour lui qui est chiant. Tu vois, c'est bon? Ok. J'ai compris cette leçon en 2020, à l'époque où je vivais à Dubaï, 2021, et c'était le marché des cryptos à son apogée, et je pouvais faire des journées où je gagnais 200-300 000 euros, et d'autres où je perdais 200-300 000 euros. Et je me souviens un jour, me lever un matin, regarder mon téléphone, et voir que j'avais perdu plus de 800 000 euros dans la nuit. J'étais pas très bien. Je sors dehors pour essayer de m'aérer. Et en fait, je continue à faire 100 mètres. Sur les 100 mètres, j'avais reperdu 20 000 euros. Au bout d'un moment, tu te dis, si j'arrête de marcher, est-ce que le monde s'arrête? Ouais, j'ai essayé de reculer comme ça, mais... et je me souviens, à ce moment-là, je prends mon téléphone, je vends tout. Je suis sur mon app de crypto et je vends tout. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que c'est le moment où l'argent est au plus bas. Et là, en fait, au moment où je vends tout, je me dis, il ne faut pas que tu vendes, il ne faut pas que tu vendes, il ne faut pas que tu vendes. Mais finalement, je vends tout. Et là, j'ai un énorme soulagement. Sauf que 30 secondes plus tard, je reçois un message de l'app qui me dit, en fait, le serveur est surchargé. On n'a pas pu prendre votre ordre. Et donc, mon soulagement qui était, j'ai réussi à tout vendre. En fait, j'ai pas réussi à tout vendre. Et donc là, je rentre chez moi, impuissant, je m'étais levé le matin à moins 800 000, et entre le matin et ma petite balade du matin, j'étais maintenant à moins 950, comme ça. Et tu te dis, ok, quand est-ce que ça s'arrête? Je sais pas quand ça s'arrête. Et tu t'imagines en train de plus rien avoir. Et Warren Buffett dit toujours, n'espère pas savoir gérer l'argent tant que tu sais pas gérer tes émotions. Moi, je m'étais dit, je suis coach, c'est mon métier. Alors, c'est pas pour moi, ce truc-là. C'est bien pour les gens un peu lambda, mais je sais gérer mes émotions quand même. J'ai découvert ce jour-là que pas tant que ça, en fait. Et je me souviens arriver chez moi et avoir retrouvé un peu de lucidité et me dire, non, il faut pas que tu vendes. Et donc, j'arrive sur mon ordi et je décide de pas vendre, j'essaie de travailler. Et j'arrive pas à travailler, puisque j'ai trop d'émotions, je suis incapable de me concentrer sur quelque chose. Et à ce moment-là, je me rappelle d'une idée qui est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous avez peut-être déjà eu
cette idée en physique, en seconde ou en troisième. Et je me demande, ok, je viens de perdre si cette loi est vraiment vraie, si je viens de perdre 950 000 euros, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai forcément gagné quelque chose. Et je prends cette feuille, parce que j'ai plus rien d'autre à faire, je prends cette feuille, je commence à écrire, ok, qu'est-ce que j'ai gagné? Et là, je me retrouve pendant une demi-heure face à ma feuille, en me disant, mais j'ai rien gagné. Genre, j'ai juste perdu 950 putains de milliers d'euros. Il y a une journée, j'avais 1 million d'euros de plus de patrimoine, et là, en une nuit, 1 million évaporé comme ça. Je me dis, qu'est-ce que j'ai gagné? Et là, je ne trouve pas au début, puis finalement, je me dis, ok, en fait, ok, ce que j'ai gagné déjà, c'est une forme de soulagement, parce que ça fait 6 mois que, en fait, l'argent guide ma vie. La première chose que je fais le matin, c'est regarder où en sont mes comptes en banque. La dernière chose que je fais en allant me coucher le soir, c'est regarder où sont mes comptes en banque. Et en fait, je ne vis plus que pour l'argent. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai retrouvé un peu ma vie. Qu'est-ce que j'ai gagné? Et je commence à faire la liste comme ça. Et à la fin, je me retrouve avec des larmes de gratitude de réaliser, waouh, en fait, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Ce truc-là est une profonde libération. Et je me demande, c'est quoi les bénéfices d'avoir gagné tout ça par rapport aux 950 000 que j'avais? Et ça aurait été quoi les inconvénients de conserver les 950 000? Et je finis l'exercice après 3 heures face à ma feuille à juste répondre à ces putains de questions et me dire, en fait, c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Et ce jour-là, j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé que c'était paradoxalement ce jour-là où je suis devenu plus libre en étant à l'aise à gagner et perdre plus d'argent. Et que tant que tu penses que gagner de l'argent est bien, perdre de l'argent est mal, l'argent est ton maître. Et il y a une idée qui dit que l'argent est un très bon esclave, mais un très mauvais maître. Et c'est ce que j'ai compris ce jour-là. Ton niveau de liberté intérieure dépend d'une seule chose, la quantité d'argent que tu peux gagner et perdre sans émotion. Blocage numéro 4. La destruction inconsciente de votre richesse, de votre argent, en tout cas pour retrouver votre véritable richesse. Lorsque votre vie ne vous remplit pas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vouloir consommer. Puisque quand tu ne fais pas ce que tu aimes, quand tu es déconnecté de ta raison d'être, naturellement, tu as une forme de vide intérieur si tu t'arrêtes. Et ce vide intérieur, qu'est-ce que tu fais? Tu consommes pour le compenser. Tu essaies de te remplir un peu comme tu peux. Tu peux consommer avec de la nourriture, de l'alcool, de l'argent. Bref, tu as besoin de te remplir parce que tu te sens vide. Et quand tu consommes pour compenser, il te faut derrière de l'argent pour pouvoir continuer à compenser ou en tout cas remplir ce que tu viens de vider en consommant. Et donc, tu continues à vouloir gagner de l'argent rapidement pour pouvoir recompenser. Mais en gagnant de l'argent rapidement à nouveau, ou facilement ou rapidement, tu es de nouveau déconnecté de ta raison d'être. Et tu as de nouveau un vide intérieur. Et tu es dans un cycle comme ça, où jour après jour, tu t'appauvris, peu importe la quantité d'argent que tu es capable de générer. Et il y a un moment donné où cette pauvreté t'aidera probablement à découvrir une forme de véritable richesse. Et j'aimerais finir avec une note plus personnelle qui est que ne confondez pas l'argent et la richesse. L'argent n'est pas la richesse. L'argent est une forme de richesse, mais une seule forme, parmi une infinité de formes. Et par exemple, certains d'entre vous, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans la vie? C'est optimiser. Ok, optimiser. Là, si je te donne 10 millions d'euros, mais tu n'as plus le droit de rien optimiser dans ta vie. Derrière, tu dois te contenter de tout. Tu es passif jusqu'au dernier jour. Est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas le deal? Tu n'acceptes pas le deal? Ok. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire?
Connecté. Connecté. OK. Je te donne 10 milliards, mais tu es isolé. Tu veux? Non. OK. Et ce que ça veut dire, c'est que vous êtes déjà tous milliardaires dans votre forme à vous. Et au degré où vous êtes capable de découvrir votre véritable richesse qui est déjà présente, pas plus tard quand vous ferez 10 millions, mais qui est déjà présente, au plus est-ce que vous allez pouvoir devenir magnétique pour les autres, au plus est-ce que vous allez pouvoir le monétiser, au plus est-ce que vous allez pouvoir mettre un prix dessus, et au plus est-ce que vous allez vous sentir riche. Est-ce que vous avez déjà remarqué que c'est magnétique quelqu'un qui se sent riche? Vous avez beaucoup plus envie de travailler avec quelqu'un qui se sent riche et qui est passionné par ce qu'il fait que celui qui te dit, en fait, tu sais quoi, j'ai lancé un business, j'aime pas trop, mais c'était une bonne opportunité, tu veux acheter mes services? Non. Et donc, l'argent n'est pas la richesse, l'argent est une forme de richesse, mais une seule forme parmi une infinité de formes de richesse. Et en étant focalisé uniquement sur cette forme qu'est l'argent, vous pourriez passer à côté de toutes les autres, ce qui serait bien triste. Appréciez l'argent, développez vos finances, mais n'oubliez pas que l'argent n'est qu'un amplificateur. Ce n'est pas l'argent qui vous a fait naître, et ce n'est pas l'argent qui va vous empêcher de mourir. Voyez-le pour ce qu'il est. Un fuel pour vous soutenir et pour vous challenger, pour vous pousser à grandir, pour vous pousser à vous réaliser, pour servir et être servi. Et au final, si vous regardez, l'argent n'est rien d'autre qu'un langage universel pour être en lien avec l'humanité entière. C'est-à-dire que l'argent, c'est la première forme jusqu'à maintenant qui vous permet de bénéficier et de contribuer à la vie d'un Chinois, par exemple, ou à la vie d'un Brésilien, ou à la vie d'un Tahitien. Avant ça, on était coupés. Mais grâce à l'argent, on a trouvé un moyen d'être en lien avec l'humanité entière, et de pouvoir donner et recevoir avec toute l'humanité entière. Ne l'exagérez pas, ne le minimisez pas, placez-le dans votre cœur et laissez votre âme en faire un de ces véhicules pour réaliser sa raison d'être. Merci.